Bonsoir, mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre sur la première télévision panafricaine. Dans le vaste Sahel qui constitue désormais un enjeu politique et géopolitique, les pays sont liés par la géographie, mais chaque nation écrit sa propre histoire. À l'image de ce vaste pays pris dans les ténèbres de la menace terroriste et qui, pour exister en tant qu'État souverain, a dû faire de la sécurité la priorité politique numéro 1. Le Niger est un pays sûr dans une région incertaine. Doté de moyens exceptionnels, les forces de défense et de sécurité du Niger veillent sur chaque mètre carré dans un territoire vaste d'1,260,000 km². En célébrant le 18 décembre, le Niger a de quoi être fier de cette armée. J'ai le plaisir de recevoir dans la grande interview le chef suprême des armées. J'ai nommé le président Issoufou Mahamadou, président de la République du Niger. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir. Merci de l'immense plaisir que vous nous faites de nous recevoir. Je rappelle que nous sommes ici à la résidence présidentielle de Dosso, la ville de Dosso, qui accueille les festivités de l'indépendance, une ville où des investissements de plusieurs milliards ont été faits ici pour accueillir les festivités, pour faire de Dosso une ville moderne. Est-ce que Dosso Soga, Monsieur le Président, c'est un pari réussi? Bien, je vous remercie. Je voudrais d'abord dire que je me félicite du bon déroulement des cérémonies du 56e anniversaire de la fondation de la République du Niger, parce que la République du Niger a été fondée le 18 décembre 1958. Donc nous en fêtons aujourd'hui le 56e anniversaire ici à Dosso. Et en vue de ces festivités, nous avons conçu une opération, un projet, un programme qu'on a appelé Dosso Soga, qui a permis à Dosso de prendre un autre visage, dans la mesure où des travaux importants, des investissements importants ont été faits en matière d'infrastructures pour les forces de défense et de sécurité. Vous venez de leur rendre hommage. Également des infrastructures civiles ont été mises en place. Et il y a eu beaucoup de travaux de voirie dans la ville de Dosso. Et la fête, comme vous avez dû le constater, a été belle. Il y a eu un excellent défilé. Et en particulier, vous avez dû apprécier le défilé militaire. Et je profite de l'occasion pour renouveler l'hommage aux forces de défense et de sécurité qui veillent nuit et jour sur la sécurité des Nigériens et de leurs biens, sur la sécurité de nos frontières. C'est vrai que nous sommes dans une zone très menacée, avec les menaces que vous connaissez, les menaces terroristes, les menaces d'organisation criminelle. Le Niger est enfermé dans un triangle qui a 3 sommets. Un sommet en Libye, où la situation sécuritaire est très mauvaise. Un deuxième sommet au Mali, qui a subi les contre-coups de la dégradation de la situation sécuritaire en Libye. Et un 3e sommet au Nigeria, sur notre flanc sud, où malheureusement sévit Boko Haram. Donc le Niger, en dépit de cet environnement très difficile, très dégradé sur le plan sécuritaire, le Niger est un îlot de paix et de sécurité grâce aux actions de nos forces de défense et de sécurité. Justement, pendant ce défilé, on vous a vu afficher une fierté légitime, parce que votre armée est l'une des plus performantes dans la région aujourd'hui, malgré la menace, malgré l'étendue du territoire. Elle arrive à assumer sa mission régalienne. J'ai envie de vous demander, Monsieur le Président, quel est le prix payé pour construire une armée à la dimension qui puisse faire aujourd'hui face aux nouvelles menaces? Vous savez, notre armée est une armée qui a une grande tradition de professionnalisme, une grande tradition de savoir-faire. Et quand j'étais arrivé aux affaires en 2011, ma première priorité, c'était de veiller à ce que l'armée et de manière générale les forces de défense et de sécurité soient en situation de faire face aux menaces. Parce que si vous lisez mon programme, vous verrez que nous avons diagnostiqué très tôt les menaces
qui sont présentes au Sahel, menaces terroristes, je l'ai dit, menaces des organisations criminelles, mais aussi les menaces liées aux revendications identitaires. Vous avez vu les méfaits que ça a fait au Mali. Et donc très tôt, nous avons considéré que la priorité des priorités, c'est la sécurité. Et nous nous sommes attelés à créer les conditions pour que les forces de défense et de sécurité soient en l'état de répondre à leur mission de sécurité. Qu'est-ce que nous avons fait? Ce que nous avons fait, nous avons créé les conditions pour former les éléments de forces de défense et de sécurité, pour les entraîner, mais surtout aussi pour les équiper. Nous avons accru beaucoup l'équipement pour les forces terrestres et également pour les forces aériennes. Vous avez vu les avions de combat dans le défilé ce matin. Le secret, c'est ça, c'est la formation, l'entraînement et l'équipement des forces de défense et de sécurité. Nous avons pris très tôt les dispositions pour d'abord renforcer les capacités de renseignement et ensuite pour renforcer les capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité. C'est ça le secret de notre réussite, c'est ça le secret de la réussite des forces de défense et de sécurité du Niger. La menace est réelle, Monsieur le Président. Vous avez cité le cas nigérien. Dans l'extrême est, dans la région de Difa, à la limite, il existe un État terroriste dirigé par Boko Haram à la porte du Niger, qui impose ses lois. Et dans le sud libyen, au nord du Niger, et au Mali également, la menace est là. J'ai envie de vous demander, Monsieur le Président, pendant combien de temps le Niger tiendra-t-il encore la dragée haute face à l'ennemi qui tape à la porte? Le Niger tiendra aussi longtemps qu'existeront les menaces. Et quelle que soit la durée, ma conviction, c'est que le terrorisme sera vaincu. C'est ma conviction. On connaîtra des épreuves. Mais en fin de compte, nous serons les vainqueurs. Nous vaincrons en fin de compte. Et nous prendrons toutes les dispositions pour y arriver. D'abord au niveau de notre pays, en mettant, comme je l'ai dit, nos forces de défense et de sécurité en situation de faire face à leur mission, mais aussi en nous mettant ensemble avec les autres pays, avec les pays voisins. Avec le Mali, c'est déjà en cours. Nous mutualisons nos moyens avec le Mali, avec le Nigeria, c'est également en cours, non seulement avec ce pays, mais avec l'ensemble des pays du bassin du lac Tchad. Vous savez que nous avons décidé depuis longtemps de mettre en place une force multinationale qui comprend les armées du Tchad, du Niger, du Nigeria et du Cameroun. Cette force multinationale est opérationnelle et en amont d'ailleurs de la mise en place des forces, des capacités opérationnelles au niveau multinational, au niveau de cette région, nous avons mis en place en commun des moyens dans le domaine du renseignement. Donc, côté Libye, c'est là la grosse préoccupation, parce que la Libye est quand même la source de toute cette déstabilisation de l'ensemble des pays du Sahel. Et c'est pour cela, en ce qui concerne la Libye, nous demandons à la communauté internationale de prendre des dispositions pour stabiliser la Libye, pour qu'il y ait une autorité en Libye qui puisse contrôler l'ensemble du territoire libyen, parce que comme vous le savez, actuellement, le territoire libyen est entre les mains des milices qui se combattent et l'autorité centrale n'existe plus. Donc il est extrêmement important de créer les conditions de stabilisation de la Libye. C'est cela qui permettra de couper la base d'approvisionnement aux terroristes qui sévissent au Mali et au Nigeria. Vous êtes donc pour une intervention militaire internationale en Libye? Absolument. Il y a eu une intervention militaire qui a fait tomber le régime de Kadhafi. Et après la disparition de ce régime, il n'y a plus d'autorité. Il y a des milices, comme je l'ai dit, qui font la loi en Libye. Le sud libyen est devenu incontrôlable. Le sud libyen est devenu un sanctuaire pour les terroristes. Les terroristes, par exemple, qui ont été chassés du Mali, sont allés se réfugier dans le sud libyen. Par conséquent, les mêmes forces qui sont intervenues pour créer ce chaos doivent le réparer.
Et c'est pour cela que nous disons que la communauté internationale doit prendre des dispositions pour stabiliser la situation en Libye. L'afflux massif des populations de ces zones-là, je parle du Nigeria, du Mali et de la Libye, impose une autre menace d'un autre type au Niger. Comment faire pour éviter l'infiltration de ces groupes djihadistes? Parce que lorsqu'on regarde dans ces régions, c'est les mêmes peuples, c'est les mêmes cultures. Et comment faire pour juguler la tentation de la jeunesse nigérienne à rejoindre ces groupes mafieux? C'est vrai qu'il y a un afflux massif de réfugiés. Il fut un temps où c'était principalement du Mali que les réfugiés venaient. Mais aujourd'hui, nous avons un afflux important de réfugiés venant du Nigeria. Vous l'avez dit, le nord du Nigeria a une longue frontière avec le Niger. Il se trouve que Boko Haram a occupé plusieurs villes au nord du Nigeria. Et cela a provoqué un flux de réfugiés extrêmement importants dans la région de Difa. On estime le nombre de réfugiés entre 100 000 et 150 000 actuellement dans cette région qui ne représente que 600 000 habitants. Vous voyez donc près de 25% de réfugiés, on a près de 25% de la population de Dosso qui est constituée de réfugiés. Et il peut se trouver que les terroristes s'infiltrent dans le flux de réfugiés pour venir commettre des attentats, par exemple au Niger. Mais pour l'instant, on n'a pas enregistré, heureusement pour nous, d'attentats dans la région de Dosso et de Difa ou ailleurs. Alors, c'est pour cela que nous sommes extrêmement vigilants. Nous avons beaucoup mené de campagnes de sensibilisation au sein du peuple, parce qu'il y a cette trinité qu'il faut essayer de consolider, la fameuse trinité gouvernement, peuple et armée. Et nous avons notre peuple qui est derrière nous, nous avons notre peuple qui est derrière notre armée, et cela nous permet d'avoir beaucoup de renseignements humains, et ces renseignements humains nous permettent d'anticiper et de prévoir les menaces. Et je pense que tant que nous continuerons à rester soudés, notre peuple, notre armée, notre gouvernement, nous serons invincibles. Plus de 50 ans après les indépendances, l'Afrique est obligée aujourd'hui de sous-traiter sa sécurité. Ces propos sont du président Issoufou Mahamadou du Niger. Monsieur le Président, qu'est-ce qui empêche aujourd'hui les ensembles régionaux de se doter de forces d'intervention rapide, de forces réactives face à la menace? Est-ce que c'est des querelles de leadership? Vous l'avez rappelé, je suis le premier à l'avoir dit. L'Afrique, plus de 50 ans après son indépendance, est incapable d'assurer par elle-même sa sécurité, la sécurité des Africains et de leurs biens. Et si je prends l'exemple de ce qui s'est passé au Mali, il a fallu l'intervention servale pour nous tirer d'affaire, sans l'intervention française. Et je voudrais ici encore, au passage, renouveler mes remerciements et ma reconnaissance au président Hollande qui a eu le courage de lancer cette opération. Sans cette opération, aujourd'hui, la totalité du Mali serait occupée par les terroristes et peut-être même que le Niger aurait été conquis par les terroristes. C'est regrettable que ce soit l'ancien colonisateur qui vienne nous tirer d'affaire. Il faut par conséquent que nous, Africains, que nous ressaisissions. Il faut que nous mutualisons nos moyens. Il faut que nous mettions en place des forces de réaction rapide capables d'assurer la sécurité de nos différents pays. C'est un peu cela qui est envisagé dans le cadre de l'Union africaine. Nous avons cette force en attente de l'Union africaine que nous voulons mettre en place. Et d'ici là, nous voulons mettre en place une force de réaction rapide et qui puisse répondre immédiatement aux crises. Ça, c'est à l'échelle du continent. Maintenant, à l'échelle régionale, par exemple au niveau de la CEDEAO, il faut également envisager la mise en place de ce type de moyens, la possibilité de mettre en commun nos forces de renseignement et nos capacités opérationnelles. Nous le faisons déjà, je l'ai dit, au niveau des pays du bassin du lac Tchad. Donc il faut, nous le faisons également au niveau du groupe le G5 Sahel, avec la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad.
Monsieur le Président, tout comme en Libye, l'intervention militaire française au Mali a laissé un goût d'inachevé. Le veto imposé par la France sur Kidal a permis de ressortir le MNLA, qui n'existait sur aucun territoire malien, de contrôler toute cette région. Et aujourd'hui, c'est l'impasse. Quel est votre regard sur cette ambiguïté-là? Écoutez, moi dès le départ, j'ai été très clair. J'ai dit qu'il faut désarmer tous les mouvements armés qui sont présents sur le territoire malien, y compris le MNLA. Vous l'avez dit, le MNLA avant l'opération de la CEDEAO et avant l'opération Serval n'existait plus au Mali. Il a été chassé déjà du Mali par les terroristes. Et je regrette que le MNLA ait été remis en selle. Parce que nous ne pouvons pas accepter aujourd'hui en Afrique des revendications identitaires par les armes. Et quelque forme d'ailleurs que ça soit. Aujourd'hui, le Mali est un pays démocratique. On n'a pas besoin de prendre les armes pour revendiquer. Et surtout, nous ne pouvons pas accepter des revendications qui divisent nos pays, qui divisent nos territoires. Nous sommes non seulement pour l'intégrité du Mali, mais nous sommes pour l'intégrité de tous les autres pays africains. L'Afrique est déjà trop divisée. J'ai coutume d'utiliser cette métaphore. Quand on regarde la carte de l'Afrique, on a l'impression d'avoir face à soi un miroir brisé. Ce miroir, on ne doit pas le briser davantage, on doit le réparer. Si jamais, comme j'ai coutume de le dire, on doit un jour sortir des frontières héritées de la colonisation, il faut en sortir par le haut, par l'intégration, et non pas en créant d'autres frontières. Donc, je regrette que le MNLA ait été remis en selle. J'espère que aussi les négociations qui sont en cours à Alger aboutiront à un accord qui permettra de sauvegarder l'intégrité territoriale du Mali et qui permettra peut-être à créer les conditions pour que les MNLA reviennent dans une situation qui puisse nous permettre d'avoir la paix et la sécurité dans le pays. Justement, certains pensent que toutes ces péripéties viseraient à la création d'un État Touareg à la porte du Niger. Quelle sera votre réaction à cette éventualité? Mais les Touaregs ne revendiquent pas la création d'un territoire. Il ne faut pas confondre ceux qui pensent les Touaregs avec ceux qui pensent le MNLA. Le MNLA ne représente pas les Touaregs. Vous avez vu au Mali ou au Niger, il y a eu, c'est vrai, de temps en temps des rébellions, mais ces rébellions ont toujours été le fait d'une minorité qui ne représente pas l'ensemble du peuple Touareg. Donc l'Azawad, je pense, tel qu'il est défini territorialement, d'abord, n'est pas composé que de Touareg, vous le savez. Il y a des Soraïs, il y a des Arabes, il y a des Peuls, et je le répète encore une fois, le MNLA ne représente pas les Touaregs maliens. Récemment, vous avez réussi en tout cas une prouesse en obtenant la libération de l'ex-otage Serge Lazarevic qui a fait 3 ans dans les mains de ses ravisseurs. Quelles ont été les contreparties, Monsieur le Président? Mais il n'y a pas de contrepartie. On a négocié dur. On a négocié pendant 1 an. C'est la patience qui a payé. On a développé des arguments et on est parvenu à cette libération. C'est vrai qu'il y a eu la libération d'un certain nombre de prisonniers. Si on peut considérer que c'est ça la contrepartie, oui, il y a eu la contrepartie sous cette forme. 4 djihadistes maliens? Mais je crois que le président malien s'est largement exprimé sur cette question. Ce n'est pas la peine que je revienne là-dessus. Sur les antennes de nos confrères de France 2, l'ex-otage a avoué qu'il a été libéré contre de l'argent. Ah, je n'ai pas cette information. Je ne suis pas au courant que de l'argent ait été donné en contrepartie de sa libération. Si cela s'avère, ça veut dire qu'il y a une sorte de prime au terrorisme de la part de la France? Non, je pense que ce n'est pas vrai, parce que moi, je n'ai pas connaissance qu'une rançon ait été payée. Or, je suis quand même l'acteur central dans ce dossier. C'est suite à la demande de François Hollande, comme j'ai eu à le dire, en décembre 2013, que j'ai pris ce dossier en main, que j'ai mis en place une équipe, la même équipe d'ailleurs, qui a
créer les conditions de la libération des otages d'Arlit. Donc j'ai mis en place cette équipe qui a négocié pendant 1 an. Et donc, s'il y avait une rançon, je l'aurais su, puisque c'est mon dossier, c'est moi qui ai dirigé cette opération de bout en bout avec l'aide de l'équipe que j'ai mise en place. Monsieur le Président, avec votre permission, on va aborder votre programme de renaissance nationale. Votre pays il est en chantier, des infrastructures sortent de terre, que ce soit à Niamey ou à l'intérieur du pays. Des routes sont construites un peu partout. Et lorsqu'on prend le domaine des infrastructures routières, on peut dire que c'est très visible sur l'ensemble du territoire. Est-ce que finalement, pour vous, le développement du Niger passe par le développement des routes? Absolument. Le développement du Niger passe par la mise en œuvre d'un certain nombre, la réalisation d'un certain nombre d'objectifs, la réalisation d'un certain nombre de priorités qui sont très bien décrites dans mon programme. La première priorité, on en a parlé, c'est la sécurité. Ensuite, nous avons le chantier de la démocratie. Nous avons une démocratie dynamique. Et ensuite, les autres priorités, ça concerne le développement économique et social. C'est l'objet de votre question. Et sur ce plan, je suis satisfait des réalisations qui ont été réalisées en 3 ans et demi. Que ce soit dans le domaine des infrastructures, les routes, vous y avez fait allusion, les infrastructures ferroviaires, si vous avez vu le chantier de chemin de fer qui est en cours, ce tronçon Niamey-Dosso qui est en cours fait partie de l'ensemble de la boucle ferroviaire Cotonou, Niamey, Ouaga, Abidjan. On a visité ce matin la gare ferroviaire de Dosso qui est en cours de réalisation. Nous avons également beaucoup de succès dans le domaine des infrastructures énergétiques. Le barrage de Kandaji avance normalement. Nous avons lancé récemment un projet de centrale thermique au charbon dans le centre du pays d'une capacité de 600 MW. Donc, au plan des infrastructures, nous sommes en train de réaliser les objectifs du programme. Nous avons aussi enregistré beaucoup de réussites dans le secteur de l'initiative 3e. Les Nigériens nourrissent les Nigériens. Ça fait 3 ans et demi que je suis au pouvoir. Nous avons connu des périodes de sécheresse, mais ces sécheresses ne se sont pas transformées en famine, ce qui prouve que l'initiative 3e est une réussite. On arrive à produire suffisamment de céréales pour nourrir les Nigériens, même en cas de mauvaise campagne pluviale, dans la mesure où nous avons mis beaucoup l'accent sur la production irriguée, et l'initiative 3e est en train d'être vraiment une réussite. Ensuite, nous avons également fait beaucoup de réalisations au plan social. En ce qui concerne l'éducation, nous avons enregistré beaucoup de progrès, beaucoup de succès dans ce domaine. Nous avons réalisé beaucoup d'infrastructures, nous avons formé beaucoup d'enseignants. Ensuite, dans le domaine de la santé aussi, beaucoup a été fait, ainsi que dans le domaine de l'accès à l'eau pour les populations. Le domaine de la création d'emplois aussi, en particulier pour les jeunes, n'a pas été oublié. Et enfin, nous avons distribué beaucoup de revenus dans le pays, non seulement pour les paysans, mais également pour les agents de la fonction publique. Parce que je dis ici au passage que la masse salariale du Niger a été multipliée pratiquement par 3 à l'espace de 3 ans. Donc globalement, je peux considérer que le bilan est positif. Nous avons remporté beaucoup de succès. Et j'allais oublier d'ailleurs les infrastructures qui sont en train d'être réalisées dans les grandes villes du Niger. C'est le cas de Niamey avec Niamey-Niala, c'est le cas de Dosso avec Dosso-Soga, ça sera bientôt le cas de Maradi avec Maradi-Kolia, et toutes les autres villes, chefs-lieux de région, vont être concernées par la réalisation d'infrastructures pour le bénéfice des populations. L'éducation, dans votre pays, des milliers d'infrastructures, des milliers d'écoles ont remplacé des paillotes. Ceci permet, n'est-ce pas, d'accroître le nombre d'élèves. Et puis il y a eu un appui au niveau académique. Si ces mesures permettent aujourd'hui la massification, est-ce qu'en amont, il y a des mesures qui sont prises pour renforcer la qualité de l'enseignement? Bien sûr, comme vous venez de le dire, beaucoup a été fait pour l'école. Pour donner quelques exemples, de 2000 à 2010, il a été construit sur 10 ans
3000 classes. C'est ce que nous faisons chaque année. 3000 classes chaque année. Ce qui a été fait en 10 ans, on le fait en 1 an. C'est-à-dire que sur le mandat de 5 ans, nous ferons 15 000 classes. Et c'est un effort colossal, c'est un effort important. Parce qu'en 50 ans, de 1960 à 2010, il a été construit 20 000 classes au Niger. Et nous, en 5 ans, on va réaliser 15 000 classes. 15 000 classes en 5 ans, 20 000 classes en 50 ans. Vous voyez l'effort qui est en cours, que nous sommes en train de faire depuis 2011. Mais bien sûr, l'enseignement, ce n'est pas que les classes. L'enseignement, c'est d'abord les maîtres, c'est les enseignants. Et c'est la condition pour qu'on ait un enseignement de qualité, il faut avoir des enseignants de qualité. C'est ce que nous sommes en train de faire. Parallèlement à la réalisation d'infrastructures, nous formons des enseignants, nous formons des instituteurs dans les écoles normales, dont on a augmenté la capacité. On a créé d'ailleurs de nouvelles écoles normales. Et également, nous avons mis beaucoup l'accent sur la formation des enseignants du secondaire. Au niveau primaire, c'est les écoles normales. Au niveau secondaire, c'est l'école normale supérieure qui forme les professeurs de CG. Et nous sommes en train de rattraper le retard que nous avons enregistré de 2000 à 2010. Parce que de 2000 à 2010, la formation d'enseignants du CG a été arrêtée. Donc nous sommes en train de faire bouchée double pour former ces enseignants. Donc la qualité de l'enseignement passe par la qualité des enseignants, des ressources humaines chargées de la formation de nos enfants. Ça passe aussi par un programme d'enseignement qui est adapté aux réalités du Niger et le programme est en train d'être révisé. Nous mettons également beaucoup l'accent sur l'alphabétisation des adultes dans le pays et sur l'enseignement de la langue nationale également. Monsieur le Président, vous avez parlé plus haut de la démocratie et lorsqu'on regarde votre parcours avant d'être président de la République, vous avez mené pendant 2 décennies une lutte pour la démocratie sans jamais renier vos convictions. Tout le monde peut le témoigner. Mais lorsqu'on regarde aujourd'hui l'ancien président de l'Assemblée nationale du Niger, la deuxième personnalité qui est en exil en France pour des raisons de justice, est-ce que c'est une bonne image pour la démocratie au Niger? Non mais écoutez, vous avez dit qu'il a quitté le pays pour des raisons de justice. Mais la démocratie, la République, c'est la séparation des pouvoirs. Il y a 3 pouvoirs au Niger. Il y a le pouvoir judiciaire, il y a le pouvoir exécutif, dont je suis le chef. Il y a le pouvoir législatif. Aucun pouvoir ne doit empiéter sur le domaine des autres pouvoirs. Donc, il est poursuivi par la justice pour des raisons que je ne vais pas évoquer ici. Le dossier étant pendant devant les tribunaux, je n'ai pas à le commenter, mais cela ne veut aucunement dire que nous sommes en train de reculer sur le plan démocratique. La démocratie au Niger est une réalité. La démocratie au Niger a une certaine vitalité. Vous voyez ce qui se passe, comment les Nigériens sont libres, comment les gens s'expriment, comment les journaux, comment la presse est libre. Et d'ailleurs, je voudrais vous le rappeler, l'année dernière, j'ai même eu un prix de la part de la presse privée nigérienne. Ça, c'est un indicateur fort qui prouve que les gens se sentent en liberté dans le pays. Dernière question, Monsieur le Président, puisque vous n'avez pas assez de temps. Lui évoque une cabale politique. Si longtemps qu'il était dans l'alliance avec vous, on n'a pas fait sortir ce problème. Il a suffi qu'il rejoigne l'opposition pour qu'on lance des poursuites contre lui. Écoutez, moi je n'ai pas de commentaire à faire sur un dossier qui est devant les tribunaux, qui est pendant devant la justice. Par contre, vous me permettrez de dire que nous avons, je l'ai dit tout à l'heure, remporté beaucoup de succès dans la mise en œuvre du programme de renaissance en ce qui concerne les différentes priorités. Il y a un domaine sur lequel je souhaite qu'on mette davantage l'accent dans l'avenir, sur lequel j'ai demandé au gouvernement de mettre davantage l'accent, c'est le domaine culturel. Parce que vous savez, quand on regarde l'expérience des pays développés, à chaque stade de développement, il a fallu un support culturel pour porter les différents changements qui ont été opérés
au plan économique. Quand vous prenez les différentes révolutions, la première révolution industrielle, la deuxième révolution industrielle, la troisième, toutes ces révolutions ont été portées par une superstructure culturelle, par un socle culturel. Or, nous, aujourd'hui, au Niger, l'ambition que nous avons n'est pas suffisamment portée par un socle culturel qui puisse permettre d'amplifier les actions qui sont actuellement en cours dans le pays. Et c'est pour cela, vous avez dû l'entendre dans mon message à la nation hier, j'ai demandé au gouvernement de s'attaquer au chantier de la renaissance culturelle du Niger. C'est cette renaissance culturelle qui nous permettra d'amplifier les actions qui sont en cours actuellement dans le pays. Votre peuple, celui du Niger, vous suit en ce moment et l'Afrique vous regarde. Qu'est-ce qui vous tient à cœur, Monsieur le Président, et que vous avez envie de dire pour finir cette émission? Ce qui me tient à cœur, c'est toujours faire progresser mon pays, faire progresser le peuple nigérien. Mais au-delà du Niger, ce que je souhaite, c'est le progrès de l'ensemble de notre continent. C'est pour cela que je souhaite que la démocratie, que les valeurs démocratiques se renforcent dans tous les pays, parce que la démocratie, c'est une condition du développement. C'est pour cela que je souhaite aussi qu'on soit capable d'assurer la sécurité de nos pays et la sécurité du continent, parce que sans sécurité, aucun développement n'est possible. Et comme vous le savez, mon objectif, c'est de promouvoir les 3D, ce que j'appelle les 3D, la défense, la démocratie et le développement. C'est ça que je souhaite à mon pays, c'est ça que je souhaite à l'Afrique. Monsieur le Président, merci de nous avoir reçus. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur la première chaîne panafricaine.